Taxi FM 93.1. L'origine de tous ceux qui ont en commun d'avoir à cœur l'avenir de l'Afrique. Dr Folie Ekwe, historien, politologue, chercheur, président du mouvement panafricain Alaga, est notre invité. Dr Folie Ekwe, bonne arrivée. Bonjour, bonsoir. Merci, bonjour, cher ami Flams. Bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, c'est notre premier contact en cette année 2018. Oui, tout à fait. Vous m'invitez sur un thème qui est assez atypique. Oui. Ouais. Le syndicalisme, le pluralisme, les accointances du syndicalisme avec le monde politique. Exactement. Et c'est vrai qu'on va beaucoup en parler. C'est vrai qu'il est peut-être aujourd'hui difficile de faire le distinguo entre le syndicalisme et puis la politique. Ça dépend aussi si c'est la politique ou le politique. On va en parler. C'est peut-être une question de terminologie et de sens aussi. Il faut comprendre tout ça. Alors, Dr Folie Ekwe, je disais pluralisme et prolifération des syndicats en Afrique. Je parlais de l'Afrique occidentale française. On va rester quand même dans cet espace sous-régional, l'Afrique de l'Ouest. Et déjà, oui, c'est bien quand même de passer déjà par les généralités en comprenant ce que c'est que le syndicalisme déjà à la base. Oui, alors le syndicalisme est un néologisme qui renvoie à la vie des travailleurs. Pour comprendre, pour faire court, c'est de l'Europe britannique que nous vient ce concept-là. Et nous savons très bien que le développement du capitalisme a entraîné l'émergence d'une classe d'employeurs, une classe d'aristocrates qui emploient une autre classe de population, les citoyens qui n'ont pas les moyens de production, qui deviennent donc des employés des employeurs. Et cette situation a engendré ce qu'on appelle l'exploitation des classes ouvrières de la part ou par les aristocrates, les nobles qui possèdent les moyens de production, les industries, les investissements. Et donc, à un certain moment donné, il a été nécessaire que les ouvriers, la classe ouvrière, puissent se fédérer et se constituer pour lutter pour l'amélioration de leurs conditions de travail, pour lutter contre les abus qu'ils subissent de la part de l'aristocratie. Donc, c'est comme cela qu'en fait, c'est cela qu'on appelle le syndicalisme. C'est l'ensemble des mouvements, des courants de pensée et des actions produits ou produites par la classe ouvrière visant l'amélioration de leurs conditions ou de sa condition de vie et de travail dans un environnement national ou républicain qui est bien régulé par des lois. Et la France également a connu ce mouvement notamment avec ce qu'on a toujours appelé la Révolution française, où on a reconnu qu'il y a un peuple qui peut être instruit et qui peut à qui on peut donner des moyens de Révolution française de 1789. Tout à fait. Et c'est comme cela que le syndicalisme a progressé petit à petit jusqu'au moment où, chez nous en Afrique, grâce à la colonisation ou à la faveur de la colonisation, les Français sont venus avec des travailleurs français et qui travaillaient à l'exploitation de ce qu'ils appelaient la mise en valeur du territoire. Bon, pour eux, bien sûr. Et donc, bien entendu, les centrales syndicales qui étaient déjà en Occident ont dû créer des filiales dans nos pays, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Togo. Le Togo, déjà qu'on a Afrique occidentale française, Afrique orientale française, voilà. Etc. Donc, ce sont que des prolongements, en tout cas. Des prolongements. Et oui, je disais que le Togo était un cas particulier. Pour quelle raison? Le Togo n'était pas une colonie française. Togo était un territoire sous tutelle que les Nations Unies ont confié à la France. Donc, quand tu prends le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, qui était un prolongement du territoire français, les syndicats en France se retrouvaient, bien entendu, dans les colonies. Au Togo, c'était différent. Et donc, il se fait que, petit à petit, entendons-nous bien sur ce terme, les travailleurs africains n'étaient pas des travailleurs au titre de travailleurs selon la charte internationale du travail. Non. C'était des colonisés, des indigènes qui travaillaient gratuitement, au meilleur des cas. Les indigènes, déjà, que c'est péjoratif. Voilà, les indigènes qui travaillaient sous le fouet, sous les brimades
Est-ce que déjà en Occident, le syndicalisme est quelque part aussi un refus du prolétarisme, parce qu'on sait la fameuse formule prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Unissez-vous. Non, mais en fait, non, le syndicalisme n'est pas une forme d'émancipation du prolétariat. Non, ou du prolétarisme, si on peut faire un peu, si on peut se permettre ce néologisme. Non, les syndiqués, c'est-à-dire les travailleurs syndiqués, ne font pas du syndicalisme pour devenir des aristocrates. Non, ils assument leur position de prolétaires, mais ils se battent pour une répartition juste et égale des moyens de production et des masses de capitaux dans ce qu'on appelle la redistribution ou bien la justice distributive. Donc une redistribution équitable. Voilà, ils demeurent des prolétaires. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas être des prolétaires. Notamment lorsque vous prenez la révolution russe avec Lénine. C'est le prolétariat qui a pris le devant, n'est-ce pas, les bolcheviks. Donc on comprend qu'en fait le prolétaire ne veut pas changer. En fait, c'est pas qu'il veut changer de classe. Il assume sa qualité de prolétaire, mais il veut quand même, si je travaille 8 heures de temps par jour, que je sois rémunéré à 30 000 francs par mois, comme on l'observe ici au Togo, à faire le SMIC, 30 000, vous n'arrivez même pas au 10 janvier. Peut-être faire comprendre que le prolétariat n'a rien à voir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Justement. Donc, c'est une question, même s'il y a des liens, c'est une question qui est purement liée à la condition de travail. Du travail. La question de la classe sociale est autre chose, parce qu'on a les blancs, les rouges et les noirs. Ça, c'est une autre question. Bon, maintenant, en Afrique, je disais tantôt que les centrales syndiquées ou les centrales syndicales ont été créées pour protéger les travailleurs français en Afrique. Parce que les noirs n'étaient pas des travailleurs au titre de travailleurs. Et comment sont-elles nées, ces centrales syndicales africaines? Ah bon, les centrales syndicales africaines ont émergé pour la première fois lorsque on a autorisé les indigènes à créer des associations. Parce que peut-être aujourd'hui on croit qu'on a toujours eu des associations, c'est pas vrai. C'est après la fameuse conférence de Brazzaville de 1944 de De Gaulle que De Gaulle a organisé et qui a regroupé les gouverneurs des colonies et disons les responsables des entreprises européennes qui travaillent dans les colonies. On les avait regroupés à Paris, ils ont rencontré le patronat et qui se trouvait en Afrique, également en France. Ils sont venus se rencontrer à Brazzaville. Alors, c'est à partir de cet instant qu'on a autorisé pour la première fois dans les colonies, je ne parle pas des territoires sous tutelle, qui ont un autre statut et où il y avait déjà des associations. Le Togo avait déjà connu des associations depuis très longtemps. Et donc, on leur a permis de créer des associations. On a permis à certains travailleurs africains d'avoir le statut de travailleur et donc de pouvoir rentrer, devenir membre des centrales syndicales européennes qui existaient déjà en Afrique. Et c'est comme ça, petit à petit. Et quand on travaille sans avoir le statut de travailleur, on est quoi à ce moment? Techniquement, vous travaillez puisque vous produisez de l'effort. Et sur le plan juridique, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas un travailleur. Parce que depuis 1948-49, il y a eu les conventions de l'Organisation internationale du travail qui définissent clairement ce que c'est qu'un travailleur. Les catégories travaillistes, si vous me permettez le terme, en Afrique coloniale, n'avaient rien à voir avec la figure du travailleur selon ces conventions internationales. Donc c'est à partir de 1945. Vous faites bien de demander la permission pour utiliser le terme parce qu'il y a des partis travaillistes en Europe. Justement. Oui. Et ça peut renvoyer à un autre sens. Voilà. Oui. Donc c'est comme cela qu'on a permis pour la première fois aux Africains de travailler pendant 8 heures, d'avoir 1 heure de pause durant la journée, d'être rémunérés plus ou moins en fonction de ce qu'ils font, parce qu'avant c'était pas ça. Il suffisait, et c'est un système sur lequel on ne va pas revenir, il suffisait que vous marchiez un peu doucement, que les 25 francs qu'on vous donne après avoir travaillé pendant 1 mois, on vous dise que vous ne les avez plus. Il suffisait que le chef vous dise, le contremaître vous dise, vous n'avez pas produit assez, que vous ayez fait un regard un peu moins révérend, moins révérencieux. Alors, on vous dit, bon, on vous tape, on vous flagelle, vous n'avez plus. Donc, c'était pas le travail, c'était de l'exploitation humaine. Exploitation humaine. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, docteur Follier. Oui, donc c'est après 1945 oui. que
je sais que vous allez en venir, qu'une fois qu'on a donné la permission de créer des associations, Oui. puisque les syndicats sont des associations de catégorie à la base, bien sûr, c'est après cela que les gens... Et surtout qu'il y a plusieurs types de syndicalisme, peut-être qu'on y reviendra. Justement, que les gens ont commencé à se regrouper. Donc c'est exclusivement à partir des années 50 qu'on a vu émerger les toutes premières formes de syndicats, qui n'en étaient pas en réalité des syndicats. C'était des regroupements de gens qui étaient énervés contre le colonisateur, puisque le rapport entre indigènes et colonisateurs était un rapport de travail, de soumission, de suggestion. Donc le syndicalisme se confondait avec la lutte anticoloniale. Exactement. Oui. Et justement, quand on veut parler du syndicalisme en Afrique occidentale française, notamment, on parle déjà de l'année 1958, et on sait que par rapport à l'histoire, je ne vous apprends rien, c'est l'indépendance de la Guinée de Sékou Touré. Est-ce que finalement le syndicalisme a un rapport étroit avec la décolonisation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sékou Touré, c'était, si on peut le dire, le plus grand syndicaliste guinéen ou ouest-africain. Et Sékou Touré, c'est le syndicalisme qui l'a porté si haut. Écoutez, les syndiqués de l'époque étaient les rares à pouvoir lire les textes. Dans les colonies, pas dans les territoires sous tutelle. Dans les colonies, peu de personnes pouvaient lire, écrire. On les appelait les évolués. Ils étaient très peu. Ils ont étudié peut-être en France ou ils ont été enseignés dans les écoles. Encore que dans le système français, l'État français, à cause de son principe de laïcité, de jacobinisme, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, faisait la guerre à l'Église. Or, c'est l'Église qui faisait les écoles et qui formait les gens. Donc, il s'est fait que les rares personnes qu'on appelait évoluées, qui pouvaient lire les textes, où ils étaient employés dans l'administration politique du pays, où ils étaient employés dans la gestion des entreprises. Et donc, ils étaient très peu. Et ce sont ces gens-là, qui ont commencé à expliquer aux travailleurs qu'il y a des conventions internationales qui les protègent. Et je vous coupe pas. C'est ce que Sékou Touré a fait. Exactement. Quand vous parlez on parle de Sékou Touré, quand vous parlez des évolués, je me souviens en tout cas d'un certain Patrice Lumumba, le grand panafricaniste. Est-ce que finalement l'instruction a été le déclic de ce syndicalisme-là? Bien sûr, bien sûr. On a instruit des Noirs. On a oublié que vous ne pouvez pas les instruire, les assimiler à tel point qu'ils oublient leur origine. À un certain moment donné, certains qui sont des patriotes dans leur cœur se sont révélés anticolonialistes. Et Lumumba également, il en fait partie. Bref, les intellectuels africains de l'époque coloniale qui se sont retrouvés dans des syndicats sont devenus automatiquement des anticolonialistes. Presque tous. Que ce soit sous l'influence de la théorie et de l'idéologie marxiste, qui d'ailleurs nourrissait justement, il y avait des couloirs idéologiques entre des États comme l'Allemagne de l'Est, et comme l'Europe de l'Est, la Russie, et les responsables africains. Et on leur expliquait qu'en fait, le colon n'est pas seulement que colon au plan politique, il est l'exploitant au plan capitaliste. Et donc, vous devez rentrer dans le communisme, donc ça c'est le marxisme, vous faites le syndicalisme pour vous battre pour votre indépendance. Donc, il y avait justement une jonction entre le syndicalisme et la lutte anticolonialiste. Sékou Touré en est le symbole. Voilà. Mais entendez-nous sur un point. Les Africains de l'époque ne comprenaient pas ce que c'est que le syndicalisme, en fait. Ils luttaient, en réalité, contre le blanc. Exactement. À travers les exigences et les réclamations d'une amélioration de leurs conditions de vie. Est-ce que ça a été finalement l'instigateur même du colonialisme, parce qu'il y avait quand même ce besoin-là de lutter? C'est une action finalement commune entre les Africains contre le colon. Bien sûr, bien sûr. Les fédérations qu'on a créées, dont le RDA, avaient été nourries, toutes ces fédérations étaient nourries par l'action syndicale dans les colonies. D'ailleurs, les plus hauts responsables étaient tous des syndiqués. Tous, ils étaient des syndiqués. Et déjà, pendant ce temps, c'est vrai qu'on va parler de la relation entre la politique et puis le syndicalisme. Mais quand, voilà, ces premiers syndicalistes africains qui étaient en tout cas anti-colonialistes, etc., c'est vrai que ça fait trop politique aussi. Et donc, difficile de faire de distinguer et tout ça. Mais est-ce qu'on peut parler là
Moi, j'ai envie de parler des types de syndicalisme. Déjà, là, il y a le syndicalisme révolutionnaire, alors que le syndicalisme, à la base, c'est vers une transformation sociale au niveau des travailleurs. Oui, alors, ici, nous rentrons dans le monde des théories. Parce qu'il y a la théorie, il y a la praxis. Dans la praxis, le syndicaliste, c'est celui qui se bat pour les conditions, pour l'amélioration, ces conditions de travail, pas de vie. C'est différent. D'abord, travail. Après, travail. Ça rejaillit sur la vie. Ça rejaillit sur la vie pour ceux qui sont des bons gestionnaires. Ça doit rejaillir sur la vie. Ah oui, c'est cela aussi. Ceux qui n'ont pas toute une famille à gérer, bon, on ne rentre pas dans les considérations particulières. Mais il y a, dans la théorie, il y a que 3 types de syndicalisme qui ne se retrouvent même pas, en Afrique à l'époque coloniale. Lesquels? Alors, vous avez le syndicalisme autoritaire. Ça, c'est dans le marxisme. Ça fait contradictoire. Un syndicalisme autoritaire alors que justement on se bat contre l'autoritarisme peut-être. Ah mais, je vous ai dit que c'est dans le marxisme. Donc vous allez voir, ce sont des théories, en fait toutes ces théories sont des théories marxisantes. Venues, quand vous prenez les ouvrages de Engels, et de Lénine, de Marx, vous trouvez toutes ces théories-là. Alors, il y a le syndicalisme modéré qui est au milieu, et il y a le syndicalisme extrémiste. Alors, les catégories n'ont rien à voir avec les corporatismes, parce que les centrales syndicales sont, sont distribuées en fonction des secteurs d'activité. Dans l'Afrique coloniale, il n'y avait pas beaucoup de secteurs d'activité. C'était l'agriculture et l'industrie, c'est tout. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs d'activité. Déjà, dans les années 50, en allant vers les années 60, lorsque les États, on a eu les indépendances, ce problème s'était posé. Et quelle a été la différence justement entre ce syndicalisme-là qui a commencé dès les années 1950 et juste après les indépendances, c'est-à-dire en 1960, quel a été le changement significatif? Voilà. En fait, le syndicalisme anticolonial s'est planté à l'orée des indépendances. Parce que, alors que dans le passé, on voulait chasser le blanc qui est assis sur la chaise, avec l'indépendance, on ne remet plus en cause, le syndicalisme ne remet plus en cause la chaise du politique. Il remet en cause ses mains, sa façon de travailler. Et les syndicalistes les plus féroces se sont retrouvés devant ces difficultés. Devons-nous devenir des oppositions ou devons-nous demeurer dans l'action syndicale? Encore que, attention, le transfert des compétences qui a eu lieu entre la France et ses colonies avait omis l'aspect du travail. Parce que les colonies, en fait, vous savez, il y a une petite différence ici entre la France et les pays anglophones. Dans les pays anglophones, il y a un certain libéralisme. Il y a le libéralisme économique. Donc, c'est pas l'Angleterre en tant que puissance qui gère le travail. C'est les entreprises privées qui reçoivent l'autorisation du gouverneur central. Ce qui fait même qu'au niveau anglophone de l'Afrique, on a pu faire quand même beaucoup plus facilement le distinguo entre le syndicalisme ordinaire et la politique. Exact. Chez nous, cet individu, voilà, c'est ce qu'on appelle en fait l'indivisibilité républicaine chez les Jacobins. C'est le modèle républicain français. Ça fait que la France avait, durant la colonisation, des employés. Ces employés ont dû être reversés durant les dossiers de transfert de compétences à l'État qui est nouvellement créé. Donc l'État se trouve déjà avec une masse salariale. Est-ce que déjà à ce niveau aussi il y a eu une déception ou une désillusion de la part des populations africaines, parce que les élites africaines finalement sont devenues des blancs à la peau noire? Justement, c'est ça. En fait, vous employez un néologisme de Fanon. Oui, c'est comme ça en fait. Les gens croyaient que il fallait que le blanc parti, vous m'excusez, pour que le soleil, le soleil de la Renaissance africaine, je sais pas quoi dire. Donc c'est ça qui a fait qu'à la fin, le blanc étant en partance, le noir étant en arrivance, ceux qui luttaient contre le noir, contre le blanc, allons-nous lutter contre le noir? On dit, bon, donc nous rentrons dans les partis politiques. Il y a eu un petit début de pluralisme politique. Ensuite, c'est devenu le parti unique. Donc, le syndicalisme a connu une mauvaise mutation.
les syndicats qui existaient dans l'époque coloniale ont été regroupés obligatoirement dans ce qu'on appelle les centrales syndicales, qui étaient une fédération de tous les syndicats dans une enveloppe qui est plus grande et qui est directement liée au parti unique. Et quels étaient précisément leurs objectifs? L'objectif de qui? De ces syndicalistes-là, qu'est-ce qu'ils recherchaient? C'est vrai qu'on a parlé de transformation, de bien-être, de meilleures conditions de travail, oui. Mais avec ces élites qui ont quand même repris le pouvoir, si on peut le dire comme ça, entre griffes, oui. Ce n'est finalement que de façade. Oui. La lutte a pris peut-être une autre forme, beaucoup plus multiple. Non, il y a ici, il faut noter qu'il y a une transformation socio-économique profonde de la société africaine. Vous savez, aujourd'hui on parle de chômage. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas de chômage, ça n'existait pas. À l'époque coloniale, il n'y avait pas de chômage, ça n'existait pas. Parce que les gens se levaient, ils avaient à faire. Il y avait l'agriculture, la classe des forgerons, la menuiserie. Les gens travaillaient, il n'y a pas de jeunes qui soient oisifs, qui n'aient rien à faire. L'État vient, l'État dit, bon, je vais engager des gens. On parle de développement. Et ensuite, il y a des gens qui sont dans le chômage. Parce qu'on a changé de modèle économique. Exactement. De modèle économique et social. Que d'autres appelleront le développementalisme. Voilà. Donc maintenant, lorsque l'État togolais, l'État africain vient, par opposition à l'État colonial, l'État du blanc, l'État africain vient en même temps, il se retrouve devant des gens, des populations qui se désintéressent de la question de l'emploi. Les populations, c'est-à-dire les indigènes, n'avaient rien à faire avec l'employabilité, leur employabilité par les politiques publiques. Il n'y avait que les instruits qui étaient habitués à l'administration, qui savaient que l'État, comme structure, pouvait engager des gens qui prétendaient à l'employabilité. Et donc, ce sont ces instruits-là qui pouvaient faire la réforme des syndicats. Mais la réforme des syndicats s'est transformée en la réforme du système politique. Donc, le système de l'opposition, parce qu'il y avait eu une opposition, un pluralisme au début, avant que le parti unique dans tous les pays ne soit imposé. Donc, voilà des populations qui ne cherchaient que le départ du blanc pour se livrer gratuitement à leurs activités. Voilà, ils ont retrouvé leur terre. C'est bien que l'État a dit que toutes les terres m'appartiennent, comme le blanc a fait. Mais ça, c'est un diktat de l'État-nation qui n'est pas aujourd'hui compris. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi l'État peut dire que des terres qui sont à Tchévier lui appartiennent. Les gens se disent, mais pourquoi ça vous appartient? Vous êtes qui? C'est-à-dire, il y a ce conflit d'anthropologie juridique, dans ce qu'on appelle le patrimonialisme. Donc, on se retrouve devant des personnes qui ne savent plus comment s'organiser pour... Ça peut être aussi un diktat positif. Imaginez que ça n'appartient à personne, l'anarchie qui en découlerait peut-être aussi dans la distribution. Non, personne n'a jamais imaginé que ça n'appartenait à personne ou à quelqu'un. Parce que le concept de propriété n'existe pas dans le droit, dans l'anthropologie africaine. Donc, comme Proudhon, vous dites que la propriété, c'est du vol? Bon, la propriété n'est pas du vol en soi. Ça dépend des systèmes. Chez nous, on ne va pas rentrer dans ces conversations. De toute façon, la terre n'appartient à personne. La terre, on peut la fructifier, mais on ne peut pas la vendre. On ne vendait pas la terre parce que vous ne pouvez vendre que ce qui vous appartient. Elle est devenue si chère par ces temps qui courent à l'oubli. Oui. Bon, c'est parce que nous avons adopté le modèle juridique foncier européen. Sinon, on ne vend pas la terre. Justement, il paraît qu'on va faire des réformes dans le foncier. Ça traîne, on attend toujours parce qu'il y a de l'exagération. On espère bien qu'on prendra en considération les critères sociologiques africains. Exactement. Oui, on parle de syndicalisme déjà dans les années 50, après les indépendances en 1960. Et puis, il y a une autre forme de syndicalisme, puisque ça évolue aussi dans les années 90, aussi avec le vent de l'Est, etc. La démocratie, la fameuse démocratie. Est-ce que ça a changé aussi à ce niveau-là, à partir de 1990? Parce que dans mon propos introductif, moi, j'avais fait quand même une section en 3 phases. Moi, j'aurais fait 2 phases. Et donc, entre 60 et 90, il n'y a pas eu de changement? Non. Parce qu'il y a quand même eu ce multipartisme à partir de 1990, où ce n'est plus le parti unique dans les États africains. Non, alors, à partir de 90, il y a eu des réformes politiques et sociales. Oui, mais il y a la parenthèse de 60
jusqu'au moment où les partis uniques sont intervenus. C'était la parenthèse où le syndicalisme africain ne s'était pas retrouvé. Donc, on ne peut pas parler d'une forme structurée de syndicalisme africain qui soit semblable au syndicalisme européen. Peut-être que c'est en ce moment que ça a été vraiment politisé aussi. Oui, les centrales qui étaient affiliées aux centrales françaises sont restées indemnes, sont restées intactes. On a fait ce qu'on appelle un reversement dans le droit coutume, c'est-à-dire dans le droit national, dans les différents droits nationaux. Mais les structures sont restées dans une période, en une phase de flottement et de divagation. C'est à partir du parti unique que la réforme a été faite. Donc, il y a eu la centralisation de toutes les centrales syndicales, de tout ce qu'on appelle syndicat, dans une institution unique, qui donc travaillait avec le parti unique et était sous le commandement de l'État. Ça veut dire que aujourd'hui, le Togo, par exemple, a plus ou moins 50 000 salariés. Donc, si on considère la situation avant 90, il n'y avait qu'une seule centrale syndicale pour tous ces salariés-là. Il y aurait eu une seule. Après 90, il y a eu la libéralisation politique. Et ça a entraîné deux autres types de libéralisation. La libéralisation cultuelle, c'est-à-dire, avant c'était l'église protestante, le catholicisme, et peut-être quelques brins d'assemblée de Dieu, mais très rares. Oui. Je crois même que la seule église, à part les protestants et catholiques qui officiaient, c'était le Deeper Life à l'époque. Donc avant 90. Mais donc la libéralisation culturelle. Il y avait quand même l'islam aussi. Bon, l'islam. Oui, vous ne voulez pas quand même mettre ça dans la. Enfin, oui. Bon, c'est vrai que l'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas de plusieurs tendances, en tout cas dans l'islam. Je m'étais intéressé un moment au christianisme. Exact, voilà. Okay. Bon, donc il y a eu cette libéralisation culturelle. Même dans ce cas, l'islam ne s'est pas décuplé. L'islam, il n'y a pas eu plusieurs branches de l'islam. L'islam est resté l'islam. Mais il y a eu une différenciation des branches, des méthodistes. Donc, aujourd'hui, mais à côté de ça, la libéralisation syndicale. Donc, on a fait revenir les principes internationaux. Donc, finalement, c'est une libéralisation pluridisciplinaire. Tout à fait. Tout à fait. Les principes internationaux, notamment le document, la convention numéro 87 et numéro 98 de l'OIT, qui sont revenus. Organisation internationale du travail. Oui. Et à travers lesquels, quand vous prenez par exemple la convention 87, numéro 87, les 5 premiers articles disent clairement que les gens qui travaillent ont la liberté de se regrouper en syndicat. Exact. Et ils ne doivent pas demander la permission pour le faire. Ça, c'est le monde du travail. Et quand on dit quand la nation est en danger du fait même de la personne qui en a la charge et qui a juré devant Dieu, devant les hommes, de la défendre, de la protéger, et cette personne ne le fait pas, peut-être par oubli ou arrogance, c'est un devoir sacré que le peuple sorte de sa placidité et de son attentisme pour crier « Halte !» Ça suffit. Est-ce que c'est du syndicalisme? Non, mais ça, c'est pas du syndicalisme. C'est de la révolution? Non, mais non. Ça, c'est pas du syndicalisme. Ça, c'est de ce qu'on appelle en sciences politiques les espaces de participation. C'est le terme technique. Et bon, la garantie, il y a la garantie formelle. Mais ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Mais ça, oui, c'est Vous savez, c'est ce que les gens... C'est une revendication aussi, le syndicalisme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des points convergents? Non, pas du tout. C'est là la confusion qu'on fait en Afrique, généralement au Togo et au Bénin. Et c'est ce qui se passe actuellement au Bénin, où au niveau des syndicats, en fait, il y a beaucoup de critiques sur la gouvernance de du président Patrice Talon. Oui, c'est vrai qu'il a voulu interdire la grève. Et donc cette allusion, en fait, est faite par rapport à Patrice Talon qui a juré devant Dieu devant les hommes parce qu'il y a eu une prestation de serment pour tous les présidents d'ailleurs. Jean-Jouet va le faire lundi. Bon, en fait. Mais bon, après, il y a eu quand même une déception, disent en fait les Béninois. Est-ce que là, il y a amalgame au niveau du peuple béninois? Vous savez, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle du Bénin a fait ce qu'on appelle en droit le contrôle de constitutionnalité de cette loi. Et la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle, disant qu'on peut gouverner, restreindre le droit de grève. On ne peut pas l'annuler. On ne va pas rentrer trop dans les débats, mais on parle de laxisme des députés béninois qui n'ont pas levé le petit doigt et tout pour contester, etc. Donc le peuple... Le laxisme, c'est le mot d'ordre du parti. Vous appartenez à un parti, le parti vous donne un mot d'ordre, vous votez ça. Sur une loi, vous votez ça. Je sais pas, c'est pas dans tous les pays que les députés ont ce qu'on appelle le droit de réserve ou l'objection de conscience. Ça existe pour les médecins, ça existe, je sais pas si ça existe au Togo pour les députés ni au Bénin. Et ça existe, en fait, c'est un droit. Le député peut ne pas voter
suivant le mot d'ordre et il objecte à partir de sa conscience. Ici, généralement, ils suivent le mot d'ordre de leur parti respectif. Oui, ils suivent le mot d'ordre. La raison pour laquelle les gens disent qu'ils ont été vendus, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe. Est-ce que pour dire qu'une personne est vendue, il faut voir quelles étaient ses marges décisionnelles, effectives. Bon, si cette personne ne peut rien décider, on ne peut pas dire qu'elle est vendue dans la structure, pas dans la conjoncture. Voilà. Donc, nous revenons à ce que nous disions, qu'il y a se lever pour dire non à la gouvernance, se lever pour dire on gouverne mal, il faut changer. Ça, c'est pas du syndicalisme. Ça, c'est de l'action sociale. Là, c'est ce que devraient faire les sociétés civiles. Non, le syndicalisme opère dans un cadre normatif bien donné. Les syndicats il y a des tests. Et en fait, l'action syndicale est intéressante pour quelle raison? Parce que tout en connaissant très bien les tests, les employeurs cherchent les fuites pour ne pas respecter leurs engagements. Et donc, les syndiqués présentent, écoutez, ça, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est ce que vous faites. Donc, revoyez la situation, rendez la situation conforme à la loi. En fait, c'est ça le sens du syndicat. Ça n'a rien à voir avec le renversement d'un pouvoir, avec le fait de dire dans la rue il faut... Non, ça n'a rien. Ça, c'est la société civile. La société civile a un espace de participation qui n'est régulé que peut-être par la loi concernant les manifestations publiques. Tout cela peut être aussi dû aux différentes formes de gouvernance dans nos États africains. On va y revenir forcément parce que nous sommes pratiquement dans la deuxième partie. Non, mais écoutez, vous savez quoi? Oui. Vous savez quoi? Je vais faire une parenthèse. Oui. La raison pour laquelle nous vivons ces désordres aujourd'hui, c'est que la loi qui permet de gérer les espaces de participation ne se prononce pas sur les thèmes par rapport auxquels la population peut manifester. C'est-à-dire, on peut manifester sur tout. Donc, il faut une limitation thématique des manifestations dans l'espace public. C'est ça qui manque au Togo, ça qui manque au Bénin. Et vous pouvez pas aujourd'hui, nous savons que dans des pays européens où il y a la dérive morale, les gens peuvent aller avec les animaux. C'est ce qu'ils appellent la zoophilie. Vous imaginez qu'au Togo ou au Bénin... Ils ont créé des mots, on parle de mariage pour tous aujourd'hui. Bien sûr. Au Bénin ou au Burkina, des gens sortent, disons société civile, et ils réclament qu'on fasse la libéralisation des rapports entre hommes et animaux. Bon, maintenant, on dira qu'ils sont encadrés par la loi sur les manifestations publiques. On peut manifester. On peut pas manifester sur tout. C'est la limitation thématique des manifestations qui manque et qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever, et je fais une parenthèse, il dit, maintenant, on manifeste pour que le chef d'État s'en aille. Alors que ça, c'est un sujet, c'est un exemple que je donne. Exactement, c'est une parenthèse que je... Voilà, par rapport auquel on ne peut pas exercer le droit de manifestation publique. Maintenant, je reviens sur la question du syndicat. Sur la question du syndicalisme, on va parler de politique, on y reviendra si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes sur Taxi FM dans l'émission Émergence. On parle de la prolifération et du pluralisme des syndicats en Afrique et le KPMI sur l'Afrique occidentale française. Je suis avec Dr Ekwe-Folie, historien, politologue, chercheur, enseignant-chercheur aux universités, voilà. Et puis le président du mouvement panafricain à la gare, Dr Folie Ekwe. Voilà, c'est difficile dans nos États. Je parle déjà des différentes formes de gouvernance. D'aucuns diront que c'est difficile aujourd'hui de faire une dissociation entre les partis au pouvoir et les postes décisionnels, etc. Donc, quand on revendique ses droits en tant que travailleur, déjà, on est vite étiqueté politiquement. Oui, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Africains, surtout de la zone francophone, ont horreur de la loi. Les gens ne respectent pas la loi. Parce que le syndicalisme, comme je l'ai dit, que cela soit clair, le syndicalisme s'occupe des conditions de travail des travailleurs, de ceux qui ont le statut de travailleur, qui peuvent s'inscrire dans un syndicat et où ils veulent changer le cadre normatif, donc demander une amélioration du cadre normatif, ou demander à ce que l'employeur se conforme aux dispositions contenues dans le cadre normatif. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, si aujourd'hui, on constate qu'il y a une jonction, une jonction incestueuse entre le syndicalisme et le monde politique, c'est parce qu'il y a un problème dans le pays ou dans nos pays
où les partis politiques, voulant faire masse, voulant faire pression, ils vont se faire à juger la faveur des syndicats et demandent aux syndicats. On a eu même des cas où les partis politiques ont créé eux-mêmes des syndicats fictifs pour faire pression sur celui qui gouverne. Vous voyez des partis politiques au Bénin qui se sont levés, ils ont dit bon, nous allons créer les syndicats pour les émigrants. Et bon, c'est comme ça aujourd'hui. Bon, c'est vrai que heureusement le système de taxi moto est bien plus régularisé au Bénin. Mais c'est comme cela que des gens se lèvent. Partie assez réglementée là-bas. Assez réglementée. Et comme beaucoup d'autres corps de métier qui ne sont pas réglementés. Donc c'est comme ça que des partis politiques, pour faire pression, parce que le syndicalisme à la fin, en dehors des partis politiques, le syndicalisme fait une pression forte sur l'État, sur l'appareil administratif. Parce que les travailleurs, vous prenez un domaine clé, comme le domaine de la santé. C'est quand les travailleurs, les médecins, les infirmiers refusent de travailler, c'est un massacre. C'est une catastrophe. Les pharmaciens, il y a des domaines qui sont clés. Quand vous prenez les militaires ou les policiers, les gendarmes qui s'occupent de l'ordre public et qui refusent de travailler. Et en tant que gouvernement, on ne peut quand même pas se permettre de ne pas mettre les moyens dans ces secteurs-là. Non, c'est cela les impondérables de la gouvernance publique. Il y a les moyens, quelquefois il n'y en a pas. Et les problèmes, il y en aura toujours. Sinon, le monde cesserait d'exister. Vous savez, il faut quand même pas que les problèmes soient primaires. C'est dommage que dans nos États africains, on parle de certains problèmes dans des hôpitaux. Ça fait mal parce qu'il faut quand même arriver à dépasser certains niveaux. Non, mais c'est parce que nous-mêmes nous acceptons ça. C'est pas une question de l'État ni de la gouvernance. C'est une question des peuples. C'est un enjeu populaire, cela. Et le peuple, le président de la République, par exemple, fait partie du peuple, donc il est aussi indexé. Un exemple très simple. Lorsqu'on a augmenté le prix du carburant au Togo, l'année passée, il y a eu des manifestations. Des gens se sont dit non, mais on ne peut pas accepter ça. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des manifestations touchant même au domaine de la violence de la part de ceux qui sont dans le domaine de la santé ou de la part du peuple qui dit mais écoutez, on n'a pas de compresse quand on va à l'hôpital. On manifeste, on casse les choses pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il y a ce laxisme? Ça, c'est une question des peuples. La conscience des peuples admet ces choses. Ça fait que l'action résolutive tarde. Même pas casser, c'est prohibé et tout. Mais même déjà, la première forme de syndicalisme, déjà, c'est le sit-in. C'est des méthodes déjà adoptées à la base du syndicalisme en Occident. Même le sit-in pour revendiquer ses droits. Bien sûr. Bon, maintenant, chacun peut s'exprimer comme il veut. Il y a un proverbe camerounais qui dit on peut pas imposer la façon de pleurer à quelqu'un qui souffre. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Bon, maintenant, c'est cela. Mais ce qui est clair, c'est que chez nous, il y a une confusion entre l'action syndicale et l'action politique. Et justement, Dr Ofoli-Ekwe, quand on veut adopter une approche comparative des relations syndicats-partis politiques, il y a des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment les syndicats peuvent-ils développer leur influence politique tout en protégeant en même temps leur autonomie? Ça, c'est un problème qui touche d'ailleurs la pluralité des syndicats. Vous savez, les syndicats chez nous, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, où il y a une grande similitude, sont devenus très faibles et ont un niveau très bas. À quoi cela est-il dû? À cause de la fragmentation et de l'excès de pluralisme. Parce que tout le monde peut créer un syndicat et il y a tellement de syndicats. Or, la puissance et le pouvoir de l'action syndicale. C'est vite fait le rapprochement avec la prolifération aussi des partis politiques. Bien sûr, ça réside dans l'unité de l'action syndicale. Donc, quand je parle de l'unité de l'action, j'ajoute l'unité des structures. Il faut qu'il y ait unité de l'action et unité des structures pour que le syndicalisme puisse avoir sa place, son pouvoir. Si vous et moi, je m'en vais, je crée un syndicat, vous aussi, vous créez votre syndicat, et devant le ministère de la fonction publique, bon, il a plusieurs acteurs avec qui dialoguer. Si j'accepte une condition que vous refusez, ils travaillent avec moi. C'est ce qui fait que, quelquefois, d'ailleurs, les responsables de syndicats, en fait, c'est la question que je voudrais décortiquer. Les responsables de syndicats, ils se retrouvent dans des positions où ce qui est important pour eux à la fin,
c'est leur positionnement, c'est l'impact, c'est leur statut social. Et ils veulent pas partir. Et quand il y a des problèmes, ils essaient de tordre le cou au test même de leur propre syndicat. Et quand il y a des problèmes, quand il faut faire les élections, c'est des batailles qui se font, des gens qui ne veulent pas partir, et ils se fâchent, ils créent un autre syndicat. Bon, le gouvernement, lui, il est tranquille, il est content, parce que quand il y a une prolifération des centrales syndicales ou des syndicats, les politiques publiques sont à l'aise. Ils ont plusieurs acteurs avec qui dialoguer. Mais en même temps aussi, il paraît qu'il y a un modèle clientéliste traditionnel, c'est-à-dire que les travailleurs restent un client fidèle du parti au pouvoir. Est-ce qu'il y a ça aussi en Afrique? Oui, il y a ça en Afrique. Il y a on trouve ce phénomène de moins en moins. Mais je crois que c'est une question d'époque et de situation socio-économique. Bon, le clientélisme, il n'est pas seulement dans le monde entre les relations syndicat-pouvoir. Ce qui est d'abord normal. Moi, je suis membre d'un syndicat en Italie qui s'appelle le COBAS. Et le président de notre syndicat, il est en très bon terme, toujours en très bon avec les ministres de la fonction publique. Donc, lorsque nous avons des revendications, qu'est-ce qui se passe généralement? Ça passe très vite. Ça passe très vite. Bon, quelquefois, on fait des revendications, on nous dit, il ne faut pas dire ça maintenant, parce qu'on a eu des accords. C'est cela, en fait. Donc, le politique et le syndicalisme sont en fait ensemble. Ok? Ce qui ne va pas, c'est l'action politico-partisane. C'est le fait que des partis d'opposition qui ne sont pas la gouvernance, des partis qui ne gouvernent pas, et s'encoquinent, s'acoquinent plutôt avec les syndicats, ou créent des syndicats de toutes pièces pour faire de la pression sur celui qui gouverne. Est-ce qu'il y a ça dans nos États africains aujourd'hui? Bien sûr, ça. Parce qu'on parle quand même que ce sont en quelque sorte des béquilles de ces partis de l'opposition. C'est comme les associations de la société civile. Donc c'est difficile aujourd'hui de faire même le distinguo, on l'a déjà dit, entre syndicats, sociétés civiles, etc. Même des mouvements sociaux aujourd'hui qui naissent en tout cas sur le continent africain. Donc tout ça là, ça fait beaucoup de confusion. Non, il y a une petite distinction, une précision que je voudrais faire. Les syndicats sont de la société civile. D'accord. Fondamentalement, ils sont de la société civile. Et avec ce qu'on appelle les groupes de pression, dans le cadre des espaces de participation. C'est la société civile, en fait. Ils ne font rien qui soit de la politique politicienne. Ils sont dans la politique de gouvernance, c'est-à-dire politique entendue comme la gouvernance. Oui. Et donc, les syndicats peuvent se retrouver dans les rues avec la société civile, avec l'association, il n'y a pas de souci. Ce qui est mauvais, c'est la prolifération des syndicats et c'est le clientélisme. Oui. Déjà, on savoir que on parle de relations entre les syndicats et les partis politiques. Est-ce que finalement, quel a été le degré de réussite de ces syndicats-là dans leur quête de plus d'autonomie et d'influence, alors qu'ils sont étroitement liés aux partis politiques nationaux? Est-ce qu'il y a eu quand même cet effort-là de se départir de ces partis politiques nationaux dans ces États africains-là, ou bien ils s'y plaisent? Non, il n'y a pas d'analyse qui prenne les syndicats comme un tout monolithique. Non. Ça dépend des hommes qui dirigent. Ça dépend des hommes à chaque moment. Quand je vous prenais l'exemple du Niger, où le syndicalisme est très poussé, ou l'exemple du Sénégal, où c'est encore très poussé, et de temps en temps, que se passe-t-il? Lorsque le président d'un syndicat est proche d'un parti politique, ils collaborent, ils travaillent ensemble. Lorsqu'on le change, un autre président arrive, il a une autre vision des choses, il est indépendant, il tire la structure vers l'autonomie. Donc ça va en zigzag. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de théorie comme on le dit, il n'y a pas de théorie en relations internationales qui explique le comportement des humains. Il n'y a pas de théorie qui explique le fait qui puisse expliquer pourquoi est-ce que les centrales syndicales sont soit arrimées quelquefois aux partis politiques. Voilà. Et donc, mais ce qui est bien, c'est que nous sommes dans des relations humaines. Et si je suis par exemple le chef du syndicat des émissions au Togo, je prends l'exemple du Togo, je suis certain que des partis comme l'ANC vont toujours m'appeler. Parce que la structure sociale que je représente travaille beaucoup avec eux. Donc c'est comme ça fonctionne. J'ai pris un exemple que les auditeurs vont plus comprendre. Vous avez fait une étude de terrain.
Ah, mais bien sûr. Il y a un rapprochement entre les immigrés et ce parti. Mais bien sûr. Mais si j'étais également le président du syndicat des Nana Benz, oui, je serais toujours avec le chef de file de l'opposition. Parce que pourquoi historiquement? Non, mais c'est juste une analyse anodine. Et historiquement, et ces mouvements-là, ces catégories professionnelles ont toujours été du côté de celui qui lutte contre le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et avant-hier, ils étaient avec l'UFC, avec Gilles-Christ Olympio. Aujourd'hui, vous voyez, donc en fait l'analyse que je fais a bien son sens. Aujourd'hui que Gilles-Christ Olympio a fait un accord de gouvernement avec le pouvoir, ils sont avec Jean-Pierre Fabre. En fait, c'est un instinct des populations. Si là où vous êtes, vous réussissez, vous faites un tour au Togo, vous pourrez nous parler avec les cultivateurs. Vous prenez ensemble tous ces cultivateurs, vous faites un syndicat, alors certainement que vous allez pouvoir déranger le ministre de l'Agriculture. Et la petite musique dans mon casque, malheureusement, le technicien, il est là que pour ça, pour nous annoncer le peu Francis Daye. Il y aura quand même une dernière chose. Est-ce que pour vous, quel est le défi du syndicalisme africain, notamment de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Est-ce que ces syndicats-là devraient être pour vous une belle voie alternative d'influence de cette politique d'émergence tant prônée par nos États? Oui. D'abord, l'action syndicale est importante. Elle est consubstantielle à la vie humaine. Les syndicats ont cette chance-là qu'ils s'expriment sur ce qui est technique, sur ce qui est pratique. Et ils peuvent se démarquer rapidement du monde sulfureux politique, qui s'anime pour des considérations souvent subjectives. Donc, le syndicalisme est une chance pour l'amélioration de la gouvernance. Si les syndicats que nous avons se professionnalisaient mieux et se départissent des partis politiques, se départissaient des partis politiques, alors soyez certains qu'ils vont donner un coup de pouce à l'amélioration, au processus d'amélioration de la gouvernance. Et ça, c'est leur défi. C'est le défi, mais c'est pas facile. C'est le défi. Mais il faut y arriver. Quand on parle d'Afrique émergente, quand on parle des pays développés, je ne sais pas si on y arrivera. Il faut y arriver. C'est le défi, en tout cas. Non, parce que ça n'existe dans aucun pays. Même en France, en Angleterre, en Allemagne, les présidents des grandes centrales syndicales ont toujours des accointances avec les responsables des partis politiques. Loin d'avoir de l'essence. Avec le Parlement. Et loin d'avoir une essence politique, il faut quand même que le syndicat, ce syndicalisme-là, finalement, arrive à obtenir cette amélioration des conditions de travail, surtout des populations. Voilà. Je crois que c'est l'idéal poursuivi justement par le syndicalisme. Oui. Et si vous me permettez, j'ajoute une dernière chose, que le syndicalisme doit pouvoir agir, faire pression sur les partis politiques pour que les partis soient plus responsabilisés dans la formation, dans la création de leur programme de gouvernance. Et de leurs partisans. Merci. Pluralisme et prolifération des syndicats en Afrique. Le cap a été mis sur l'Afrique occidentale française et nous étions avec Dr Foliekou, historien, politologue et chercheur. Vous nous avez suivis grâce à la coordination technique de Francis Daye. À la semaine prochaine. Taxi FM 93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.